Pour ce dernier épisode de l'année, j'ai eu envie de revenir, mais également d'approfondir, le sujet d'un code soucieux de sa consommation énergétique. Y a-t-il des langages meilleurs que d'autres? Des manières d'écrire et d'exécuter le code qui sont préférables à d'autres? Et encore une fois, se pose la question de la mesure de la consommation énergétique d'une application, selon qu'elle est monolithique ou en microservices, containerisée ou non. Pour parler de toutes ces épineuses questions, j'ai le plaisir de recevoir Jérémy Drouet. Jérémy est Remote Senior Software Engineer chez Datadog et plus précisément sur Vector, car comme vous le verrez, c'est un choix qu'il a fait pour se mettre en accord avec ses propres convictions. Salut Jérémy, bienvenue. Salut. Alors, tu travailles chez Datadog, mais pour Vector. Exact. C'est quoi Vector? Alors, Vector, c'est un outil d'observabilité de pipeline. Donc, en gros, vous installez Vector sur votre machine de prod et vous lui expliquez qu'il faut qu'il aille chercher des logs, des events dans des fichiers ou dans d'autres process. Et il va les récupérer, faire du processing dessus, de la transformation, et les renvoyer là où vous lui dites de les renvoyer. Et tout ça de façon hyper rapide, hyper optimisée, pour que ça vous coûte le moins possible en termes de processing sur votre VPS ou sur vos cloud providers. Et voilà. Alors, le terme est assez nouveau de pipeline de processing, mais qu'est-ce que ça apporte de nouveau dans le paysage? Ce que ça apporte de nouveau, en fait, je vais pas avoir trop de feedback à faire là-dessus, parce que en fait, moi, je suis un ancien du front. Avant de rejoindre la team Vector, j'étais sur la team front-end de Datadog, donc je travaillais sur la partie Synthetics, donc qui est lui un outil qui vous permet de faire des tests end-to-end en mode clic-clic-clic et de les rejouer assez régulièrement. Donc toute cette partie antériorité plutôt ops, je l'ai pas trop. Euh, mais j'imagine que l'aspect pipeline, c'est vraiment autre que juste amener des logs ou juste amener des events, c'est agréger tout ça, pouvoir euh, faire de la transformation sur les infos, les agréger, en sortir d'autres données pour les renvoyer autre part. Ça, c'est un aspect qui est nouveau et qui existait peut-être pas trop avant. Ok. Alors, transformation de log, je sais pas. Il y avait sûrement des mécanismes de transformation de log. Si je pense à certains compétiteurs, on pourrait évidemment citer tout l'écosystème de Elastic qui permet de transformer et de shipper des logs. Je sais pas en quel langage c'est probablement du Java, mais sans certitude, ou c'est peut-être du Go. Je saurais pas te dire. Je sais qu'à l'époque, ils avaient un truc qui permettait de récupérer des logs sur des machines qui étaient écrits en Python, je crois, Ouais. et qui n'étaient pas forcément hyper véloces. Mais Ok. ça remonte de très loin. Ouais. Peut-être Python, peut-être qu'ils ont changé. Vector, c'est écrit en quel langage? C'est écrit en Rust. Je crois qu'avant une des premières versions était écrite dans un langage fonctionnel dont je me souviens plus, et qu'il y a eu une réécriture donc en Rust. Ils sont partis from scratch et maintenant tout est écrit en Rust. Et dans l'équipe Vector, c'est quoi ton rôle? Alors, moi, je suis sur la partie pipelines, qui est... En fait, Vector, c'est structuré en plusieurs teams en fonction des features qu'on va avoir besoin de shipper dans le futur. On a toujours une équipe dédiée à la performance qui, elle, va monitorer, faire des tests de perf sur le produit, vérifier que tout se passe bien, optimiser certaines parties du code, optimiser le cœur du code. On a une team qui est plus dédiée user experience, qui va faire que vous avez des outils pour aller sourcer certains services, certains logs, certaines choses, ou les envoyer par exemple vers Elastic, vers Postgres, aller sourcer AWS ou Kubernetes.
Et moi, je suis dans la partie donc plus orientée Datadog, qui en gros, dès que Datadog va avoir besoin de features pour délester un peu ce que les gens pourraient faire chez Datadog, mais on-premise, moi, je fais partie de cette équipe-là. Si je dois résumer un peu ce que c'est, donc, Vector, c'est une sorte de TL pour tes logs? On pourrait dire ça. Ouais, ça permet de faire tout ce que tu veux avec tes logs et tes events. Tu vas sourcer. En fait, c'est la partie events, c'est assez intéressante parce que tu peux vraiment régénérer des events à partir de tes logs ou des logs à partir des events ou l'inverse. Et ça, par exemple, sur les outils élastiques, je crois pas qu'il y ait. Je crois pas avoir vu ça. Donc tu peux faire toute ta transformation chez toi sur on-premise et après renvoyer ça vers des outils comme Datadog qui te permettent d'avoir de la visualisation et que ça te coûte moins cher au final sur ta facture de Datadog par exemple. Donc, plutôt que d'avoir le processing des logs qui soit côté SaaS, Mhm. on l'a en local. Et quand on ship les logs, finalement, ils sont déjà formatés comme on les veut. Exactement. Et ça permet aussi de réduire, par exemple, si t'as pas une instance Datadog en face de toi qui est chez AWS et que toi tu tournes chez AWS et que bah, tu as besoin d'envoyer tous tes logs, imaginons un téra de logs chez Datadog pour pouvoir les processer après, bah, ça t'évite de sortir de zone, d'avoir à sortir d'une zone pour processer tes logs. Donc tu peux les processer en amont, réduire la quantité de données que tu vas faire sortir de ta zone AWS, et donc ça va te coûter moins cher chez AWS aussi. Ok. Qu'est-ce qui t'attire justement dans le domaine de l'observabilité? On va dire qu'initialement, j'étais pas parti là-dessus. En fait, il y a 6 mois, donc j'ai fait mon switch de chez Synthetix vers chez Vector parce que j'avais un problème personnel, existentiel, qui est l'écologie. Et en fait, tout l'écosystème front-end JavaScript, ça a commencé un peu à me déplaire parce qu'on utilise énormément d'outils pour au final faire pas grand-chose et que ce soit très gourmand en énergie, en temps de compilation, en temps de chargement côté client pour pas grand-chose. Et donc je voulais changer de langage, aller vers du Rust parce que j'avais commencé à apprendre le Rust et que en termes de performance énergétique, c'était bien meilleur que des langages non compilés. Et donc il y avait une équipe qui venait d'être rachetée par Datadog, donc Vector, et c'est pour ça que j'ai voulu changer de chez Synthetix vers chez Vector. Mais pas que ce soit pas bien le produit Synthetix, hein, c'est vraiment que c'est ma question personnelle de vouloir changer vers du Rust. Et donc voilà, c'est pour ça que je suis allé chez Vector. Donc après la partie pipelines, c'est plus dans la continuité avec mon ancienne boîte. Donc avant, je travaillais chez Docker l'aspect faire des outils pour les devs, mais plus orienté, ouais, vraiment des outils pour les devs. C'était quelque chose qui me plaisait bien. Et donc Vector, c'était dans la même lignée, je trouve, pour avoir un outil que tout le monde puisse utiliser, que ce soit open source, que tout le monde puisse voir le code. Ça, c'était quelque chose qui me plaisait bien. Donc, c'est cette considération, alors j'ai déjà parlé dans un épisode précédent un peu de Green IT par rapport à nos infrastructures, à nos applications. Toi, c'est vraiment aussi quelque chose pour lequel tu te sens concerné, que tu veux changer. Et qu'est-ce que tu vois aujourd'hui peut-être dans le paysage? Est-ce que c'est quelque chose qui évolue? Est-ce que les gens commencent à s'en soucier quand ils produisent du code? Ou alors ça reste quelque chose qui est très en marche aujourd'hui? Alors, je pense que à mon niveau, je trouve que c'est encore très en marge aujourd'hui. Il y a de plus en plus de communautés qui se montent pour faire de, des choses efficaces énergétiquement au niveau de l'informatique. Mais ça reste très en marge quand même. Euh,
Cependant, c'est bien quand même. Enfin, j'ai écouté ce matin le podcast que tu avais fait avec Benoît, et il y a plein de boîtes comme ça qui commencent à avoir des besoins qui viennent des clients de réduire la consommation énergétique des produits. Je sais pas si, alors il y a sans doute des boîtes qui aujourd'hui se sentent concernées, mais comme je l'avais dit dans le précédent podcast, j'avais l'impression que aujourd'hui c'était plus des volontés individuelles de quelques personnes qui sont soucieuses justement de l'impact environnemental de ce qu'elles produisent et que peut-être ça remonte à des entreprises, mais comment on peut faire aujourd'hui si on est un développeur et on est soucieux de réduire son impact, qu'on fait partie d'une équipe, mais pas forcément d'une société qui a l'ambition de changer ça. Si on n'est pas écouté, par exemple, par sa hiérarchie, par rapport à l'impact, est-ce que individuellement, en tant que développeur, on peut changer des choses? Alors ça va paraître un peu brutal comme réponse, mais les développeurs sont très recherchés. On peut avoir des très bons jobs, très bien payés un peu partout. Donc, vous pouvez changer de taf quand vous voulez. En gros, si la psychologie de l'entreprise vous plaît plus et que elle va pas dans la direction qui est dans vos valeurs, bah, changez de boîte. Voilà. C'est un bon conseil. J'essaye de l'appliquer à moi-même. Du coup, voilà, pourquoi pas. Je réponds à enfin des milliers, des dizaines de recruteurs sur LinkedIn qui me contactent pour faire X ou Y en Java ou en quoi que ce soit ou en PHP, et je refuse directement parce que c'est pas dans mes valeurs. Voilà. Maintenant, si je me positionne autrement, je suis un développeur et j'ai envie de changer les choses. Par où je peux commencer? Est-ce que il y a des choix de langage qui sont plus pertinents que d'autres, par exemple? Alors, c'est un truc que j'ai étudié dernièrement. J'ai fait une conférence chez Codeur en scène où j'ai fait un talk dans lequel j'expliquais une étude que j'ai faite, où j'ai pris plusieurs langages. Euh, En fait, initialement, ça venait d'un papier de recherche qui venait d'une université portugaise où ils prenaient tous les langages existants, enfin tous les langages, une bonne partie des langages existants, et qui faisait des runs de bench sur des fonctions de calcul de tout un tas de choses, de calcul d'ADN, de calcul de graphes, etc. Et qui faisait donc un tableau récapitulatif de quel langage était le plus efficace au final pour faire telle ou telle chose. Après, il faisait un rapport sur en termes de CPU, d'utilisation CPU, d'utilisation RAM et d'utilisation d'énergie en utilisant donc le rapport d'énergie donné par les processeurs. Et donc, moi, je me suis dit, ça, c'est quelque chose qui pourrait être bien pour nous, sauf que dans le monde de l'IT en général, comme nous, on fait tous les jours, on développe des back-ends, on récupère de la donnée, on l'envoie autre part. Bah, tous ces algorithmes-là, ils s'appliquent pas vraiment. Donc, j'ai voulu refaire des benchmarks en prenant 5 langages, je crois que c'est 5, et en faisant un back-end simple qui va juste prendre de la donnée, faire un peu de traitement dessus et la renvoyer autre part, et faire tourner des benches là-dessus dans les langages différents pour voir comment les langages performaient. Donc j'ai fait tourner tout ça. Je suis arrivé à des résultats sur 2 machines différentes assez similaires. Et en gros, sur les langages, j'avais pris donc dans l'ordre, j'avais pris Rust, Go, Node, Java, Python et PHP. Et donc, dans cet ordre-là, un peu en, en consommation par requête, c'est ce que ça redonne. Avec un écart entre PHP et Rust, par exemple, qui peut monter sur mon processeur. Donc, c'est un AMD Ryzen 5. Je peux avoir un rapport de 150 fois plus consommateur par requête. Voilà. Donc vous pourriez faire tourner 150 requêtes sur Rust alors que PHP a utilisé autant d'énergie pour en faire tourner une seule. Mhm. Voilà. Et donc ça c'est un des trucs que les développeurs peuvent pousser en entreprise, voir ce que le produit va être, voir actuellement quelles sont les performances
des langages et proposer des choses au CTO ou au tech lead pour pouvoir aller dans le sens de l'économie d'énergie au niveau des applications. Ça me fait penser, ce benchmark-là, donc c'est de la transformation, c'est du back-end plus que du front-end. Ouais. Est-ce que on parle de la PHP en tant que back-end? Oui. Je suis assez peu familier avec ce qu'on peut faire en PHP. Pour moi, c'était beaucoup un langage de... Alors, peut-être que c'est dans ma terminologie aussi qui est pas bonne, mais pour moi, c'était plus du front-end, PHP. Il était plus utilisé en tant que... Alors j'ai fait mes études un peu là-dessus, j'ai fait des recherches et en gros Laravel c'est aussi un framework PHP qui est utilisé pour faire beaucoup de back-end, beaucoup d'API. Je connais des boîtes d'e-commerce qui utilisent Laravel comme back-end et après en front-end ont des trucs comme Vue.js, React ou Angular. Donc ils servent vraiment pas de Laravel pour pouvoir faire du front-end. Mhm. Donc PHP peut vraiment être un langage back-end. Alors, PHP, qui est pas forcément le plus ancien, je sais pas, l'antériorité par rapport à Java, ils doivent à peu près se tenir, non? Alors non, non, non. Dans les résultats que j'avais, Java était pas trop mal. En fait, euh, dans Je mes parlais, résultats, je parlais d'antériorité en termes de date de création du langage, pas en termes de ah, résultats de performance. bah, j'en sais rien. C'est une Ouais. très bonne question. J'en On sais va rien du tout. dire, bon, si Java a à peu près 20 ans, je pense que PHP et Java ont été créés à peu près en même temps. Donc, la différence entre deux langages qui ont à peu près le même âge, Tout ça, en fait, cette différence, faut la mettre dans un contexte. Euh, Si vous faites, enfin, faut regarder en fait le coût du build plus le coût de vos requêtes. Parce que si vous êtes une boîte qui itère beaucoup, qui déploie plusieurs fois par jour, faut prendre en compte le temps de build par rapport au nombre de requêtes que vous recevez pour un build donné. Java et PHP, c'est à peu près équivalent en termes de temps de build. Par contre, PHP va être plus consommateur en termes de coût par requête, de coût énergétique par requête. Cependant, faut prendre en compte que les benches que j'ai réalisés, ça prend en compte seulement la consommation énergétique du CPU, parce qu'actuellement, il n'y a pas encore de module intégré au noyau Linux qui permet d'avoir la consommation énergétique de la RAM, par exemple, ou des IO. Donc, c'est seulement le CPU. Donc, PHP est plus gourmand en CPU en termes énergétiques. Par contre, Java est très, très, très gourmand en RAM par rapport à PHP sur les benchmarks que j'ai fait tourner. Voilà. Qui peut ok, être un ratio x8 ou x7. ok. Et ton classement, il donne quoi à peu près à la louche en termes de qui est le top 1, qui est le dernier? Alors c'est pareil, faut toujours le garder en termes de contexte. Si jamais on a une petite boîte qui terre beaucoup et en fait, faut regarder le coût du build. Rust est très très gourmand en coût de build, c'est quelque chose de connu. Ensuite, Go est plutôt rapide. Donc ces deux langages-là, c'est des deux langages compilés, c'est les deux qui sont en tête en termes de coût de build plus coût de requête. Mais du coup, plus vous allez augmenter en nombre de requêtes par build, plus Rust va être avantageux par rapport à Golang. Sur les benches que j'ai fait tourner, si vous dépassez je crois que c'était 3 millions de requêtes pour un build donné, Rust va être plus avantageux que Go. Pour du PHP, par exemple, si on compare PHP à Golang, en termes de coût de build plus coût de requête, même si vous avez zéro requête, Golang va être plus avantageux que PHP. Parce que l'image Docker dans lequel j'ai fait build mes applications, elle prenait plus d'énergie à builder l'application de PHP que l'application en Golang. Ok. Et est-ce que les frameworks peuvent avoir un impact sur ça? Sans doute, oui. Alors ça, c'est une prochaine étape que je vais avoir. C'est utiliser différents frameworks pour pouvoir voir comment ça avance, parce que Golang, il n'y a pas vraiment de framework pour faire des serveurs HTTP. C'est tout, à part le routeur, tout est déjà dans Go. Euh,
Mais la prochaine étape, c'est vraiment de voir ça en fonction des langages, en fonction des frameworks, en fonction des langages, comment ces choses-là évoluent. Je t'entends parler de tout ça, j'ai aussi l'impression que par rapport à des pratiques aujourd'hui qui sont utilisées dans le monde du développement, il pourrait aussi y avoir des optimisations. Quand on parle de temps de build, par exemple, ton temps de build, il doit comprendre forcément des tests unitaires. Alors là, dans les benchmarks que j'ai fait, j'ai pas mis les tests unitaires et Mhm. j'ai pas forcément optimisé le cache pour faire que un changement fasse que ça prenne moins de temps à builder, parce que euh, parce que je voulais que parce que tous les langages ne réagissent pas de la même façon. Il y a les langages compilés. Une fois qu'on change un fichier dans les sources, bah, on va avoir besoin de compiler beaucoup plus de choses que des langages interprétés. Node.js, change un fichier, bah, c'est juste on copie le fichier source dans l'image et c'est fini. Voilà, ça réagit pas forcément de la même façon. Donc j'ai voulu vraiment partir du même pied d'égalité, de dire sans cache, on build l'application, combien ça consomme. Or, ce que tu mets en place pour essayer de comparer la consommation énergétique des langages dans les pratiques vraiment de développement, les tests unitaires, c'est une bonne chose. Mhm. Avoir peut-être trop de tests ou des tests inutiles, enfin se poser la question de l'utilité de chacun des tests, ça a du sens dans le terme de la durabilité. Oui. Alors tout ça, je pense encore, c'est à remettre dans le contexte de combien vous avez de trafic sur votre service, combien vous avez de trafic sur votre application. Euh, si le coût de faire tourner ces tests est vraiment négligeable par rapport au coût engendré par votre trafic, faites plus de tests, c'est plus de sécurité pour votre application. Ça, c'est sûrement une meilleure pratique que de réduire la couverture de tests. Après, je- en tant que dev, je préfère avoir trop de tests que pas assez de tests. C'est ceinture bretelle. Ensuite, c'est aussi une des choses qui fait que maintenant je commence à préférer les langages compilés aux langages interprétés. C'est bah on est un peu plus rassuré sur ce que l'application va faire. On a moins de race condition hein, que en Rust qu'en Node par exemple, parce que bah on est sûr que l'application est bien structurée à l'intérieur. Mhm. Alors il y a plein d'autres comparaisons qui me viennent en tête, forcément. Tu as parlé par exemple de containerisation de l'application. Est-ce qu'une application containerisée est plus gourmande en énergie qu'une application non containerisée? Alors, j'ai pas testé ce point-là. Je dirais que non. Mais vu que j'ai pas, je préfère pas trop m'avancer parce que j'ai pas testé. Mais je dirais que non parce que c'est censé être fait au niveau kernel, c'est isolé niveau kernel, donc normalement on ne devrait pas avoir trop de problème Mhm. au niveau des perfs. Alors que mettre ça dans une VM, c'est censé être un peu plus gourmand quand même, parce qu'on a plus de virtualisation entre ce qui se serait fait sans VM ou avec une VM. Même si la containerisation ramenait un petit overhead au niveau de la consommation, vu ce que ça peut apporter en termes de densité sur les machines, finalement, on y gagne. Je pense, ouais. Ouais. Et de la même manière, aujourd'hui, on a des pratiques de développement qui poussent à tort ou à raison peut-être plus vers les microservices. Est-ce qu'une application qui serait développée en microservices pourrait potentiellement être plus gourmande qu'une application plus monolithique? Alors ça, c'est un point que je veux étudier euh, dans le futur, c'est le coût des différentes parties d'une application. Si on avait une application donnée qui fait du stockage dans une DB, du calcul dans l'application et de la communication avec d'autres services via gRPC, via peu importe. Euh, le coût de consommation de chacune de ces parties-là indépendamment pour pouvoir dire, OK, si c'était un monolithe, ça coûterait sûrement moins d'énergie que si on le splittait tout ça en microservices. Après, ça, c'est seulement le point de vue énergétique. Faut aussi étudier le point de vue, euh, si jamais on découpe notre application
en plein de petits microservices. On permet de scaler seulement les services qui sont les plus utilisés et voir au coût global énergétique de toute l'application comment ça évolue. Ça, c'est un autre sujet encore. C'est en fonction de l'utilisation de l'application, je pense. Ça dépend du contexte. C'est ce qui est difficile à évaluer, pardon. Ça veut dire que une application, intrinsèquement, on peut faire un calcul. Par contre, bah, la façon dont elle est utilisée, la façon dont elle va scaler aura une influence et ça, faudrait pouvoir le mesurer également. Oui, exactement. Mais ça, c'est quelque chose qui peut être fait seulement si on développe les deux parties, qu'on a vraiment beaucoup d'antériorité sur l'utilisation. Par exemple, si on part d'un monolithe, on met beaucoup de métriques dans le monolithe, on récupère tout ça, on sait quelles parties sont les plus utilisées. Ça nous permet de voir comment ça pourrait être découpé et voir vraiment la consommation énergétique au final du microservice qui a été découpé par rapport au monolithe au global. Ça, une étude à faire. Et je pense que c'est faisable, donc analytiquement, euh, de calculer la consommation du microservice extrait versus le monolithe. C'est un truc qui pourrait être intéressant à faire. Il y a un truc qui me vient en tête, c'est un service de mail, par exemple, que tu intègres dans ton monolithe qui va renvoyer des mails en SMTP. Ça, c'est l'extraire, c'est peut-être quelque chose qui, parce qu'il est moins utilisé que ton monolithe, c'est peut-être quelque chose qui va te permettre de gagner en consommation énergétique sur la partie juste envoi de mail versus ton monolithe. Je sais pas, c'est une partie par exemple qui me vient en tête. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, on est mal outillé pour comprendre tout ça, sans doute. Alors la dernière fois, avec Benoît, on avait eu l'occasion de parler un peu de scaphandre. Qu'est-ce que toi tu utilises pour essayer d'évaluer justement cette consommation énergétique des applications? Je m'en veux un peu parce que Scaphandre, c'est un peu l'outil de base que j'ai commencé à utiliser au départ pour faire mes benches. Et donc à l'époque où je l'utilisais, il n'y avait pas toute la partie container et tout ça. Donc je suis reparti from scratch, mais avec Scaphandre quand même en background pour tout ce qui est récupération des informations d'énergie. J'ai regardé un peu dans le code source de Scaphandre comment ça marchait cette récupération d'énergie. Euh, et en gros, ça utilise un module interne au kernel, qui est RAPL, qui est implémenté par un système dans le kernel toujours qui s'appelle PowerCap. Et donc j'ai fait une lib en Rust qui permet de lire les informations d'utilisation d'énergie par le processeur, donc, qui s'appelle donc PowerCap si vous allez sur crate.io, il y a le module qui est dispo. Et donc, j'ai créé un service qui permet de récupérer les informations liées à un container donné. Donc, quand vous faites dockerstat, par exemple, vous pouvez avoir l'utilisation CPU, l'utilisation RAM, l'utilisation I/O de votre container. Et donc, ça permet de faire, si on sait que tel container utilise 80% du CPU pendant ce laps de temps, du coup, 80% de l'énergie utilisée par le CPU va être liée à ce container-là. Donc, on peut arriver à en déduire que le container a utilisé tant d'énergie sur ce laps de temps-là. Donc, j'ai fait un service qui fait ça. Ça s'appelle Docker Activity. Donc, à terme, je vais pas seulement le limiter à PowerCap. Je pense ajouter plusieurs injections de données autres que PowerCap, qui permet du coup de grapher. Donc, je suis un peu biaisé, donc mon Docker Activity, ça permet d'envoyer dans Vector toutes les informations des metrics, donc récupérées depuis l'engine Docker et depuis la consommation d'énergie du CPU, et de pouvoir le renvoyer là, tout ça où vous voulez, donc Datadog, Elasticsearch, peu importe. Même, j'ai même un exemple qui permet de l'exporter sur, je me souviens plus du nom du service, qui permet de faire des graphes Prometheus, voilà. Donc il y a un exemple qui permet de grapher dans Prometheus directement l'utilisation des containers que vous avez sur votre machine, et c'est assez cool. D'accord. Ça veut dire que c'est un agent qui va tourner sur la machine, qui va envoyer
finalement ces résultats à un autre agent. Exact. Exact. C'est dans le même principe que les pipelines de Vector ou peu importe. Vous récupérez de l'info, vous l'envoyez quelque part pour l'agréger et pour pouvoir avoir des beaux dashboards. Alors, ça va être comme Scaphandre. Ça tourne pour le moment que sur des processeurs Intel et AMD. Je sais pas trop encore ce qu'il faut faire si ça tourne dans une VM. Faut que je cherche encore un peu plus que ça. Je crois que KVM et QEMU, c'est les deux trucs où ça tourne pour le moment. J'ai pas encore poussé plus que ça parce que c'est un outil que j'ai développé seulement pour mes benches actuellement, donc qui tournait sur mes machines, donc bare metal. Donc c'est un laptop et un desktop qui tourne juste pour faire ça. Et donc je sais pas encore dans les VM ou sur des cloud providers comment ça se comporte. D'accord. À la limite, on peut pas encore avoir, forcément, ça va dépendre du contexte, l'état de sa production. Par contre, aujourd'hui, un développeur, il pourrait sur sa machine, tout à fait, évaluer la consommation énergétique du code qu'il produit. Exact. Est-ce que ça pourrait être inclus à un IDE ou à une séquence de test ou je sais pas? Alors ça, c'est un sujet que j'ai commencé à étudier et j'ai commencé à coder un peu dessus pour pouvoir faire des choses. C'est est-ce qu'on pourrait pas avoir dans notre cycle de CI, de la même façon qu'on fait des tests de performance pour dire, OK, entre tel commit et tel commit, vous avez perdu tel pourcent d'input ou d'output sur votre process. Est-ce qu'on pourrait pas dire, vous consommez tant d'énergie de plus pour faire cette opération? Ça, c'est un sujet que j'ai commencé à étudier. Je pense faire un truc open source récemment pour dire, OK, on fait un test Apache Benchmark, par exemple, et on récupère la consommation d'énergie engendrée par ce test et de voir comment ça évolue dans le temps. Voilà. Ouais, Comme la couverture de test, comme tout un tas de choses comme ça. c'est Et ça. donc ça pourrait être intégré à un cycle de dev pour dire par rapport à tel autre produit, nous on consomme moins d'énergie. Ça peut être aussi un élément marketing pour les boîtes qui font de l'open source par exemple. Ça pourrait être, une, librairie de test finalement. Oui, exact. Une librairie de test ou un package. Ouais, ouais, ça dépend ce que tu appelles une librairie, mais ouais. Ouais, ça va dépendre du langage bien évidemment. Mais je pensais à Go justement qui a ces différentes façons de faire des tests où on peut jouer ses tests unitaires mais aussi, tourner des benchmarks. On aurait pu avoir ce test de benchmark énergétique qui viennent s'ajouter aux autres et la possibilité peut-être de dire: «Bah, voilà maintenant que j'ai passé ça, passe à la partie énergétique et voyons ce que donne mon application». Mais après, il faut toujours définir des scénarios de comment, ce que les utilisateurs pourraient faire et ces scénarios donnés-là, combien ça génère de consommation d'énergie pour pouvoir dire vraiment, pour un parcours utilisateur donné, ça consomme tant. Je pense que c'est ça qu'il faut garder en tête, c'est lié au parcours utilisateur. Parce que si vous faites des consommations d'énergie sur des trucs qui sont pas vraiment utilisés de cette façon-là, c'est pas forcément euh, comment dire, relevant. Pertinent. Exact, merci. Dans ce cas, ce serait pas tellement, enfin, ça aurait un sens au niveau des tests unitaires, mais finalement, c'est pas dans les tests unitaires que ça devrait tellement, enfin, que ça apporte le plus de valeur. Il vaudrait mieux avoir un framework de test qui soit disponible sur des environnements de staging, par exemple, où là, on fait vraiment des parcours utilisateurs et où c'est là où où on pourrait vraiment à peu près quantifier ce qu'on pourrait consommer en cas d'usage réel. Ouais, je pense qu'il faut comparer ça aussi à ce qui est fait dans le terme du front-end, parce qu'il y a l'éco-conception orientée front-end, c'est vachement plus avancé que ce qui est orienté back-end. Il y a plein de services ou de boîtes qui permettent de dire, OK, je démarre mon application, je fais clic, 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 et combien ça a consommé au niveau du terminal de l'utilisateur dans le browser. Combien il y a eu de requêtes de fait, enfin, la quantité de données qui a été remontée, tout ça, c'est important de le monitorer. Je pense que tout ça aussi, il faut le regarder côté back-end et avoir, c'est ce que je disais un peu avant, c'est pour une utilisation de données, pardon,
euh, enregistrer une séquence d'opérations et pouvoir dire, OK, ce parcours utilisateur-là, il consomme tant d'énergie. Ça, et dans le temps, voir comment ça évolue, savoir si on arrive à le faire diminuer ou pas. Et donc, ça dépend aussi des services que vous utilisez derrière, des bases de données. Est-ce que vous diminuez l'utilisation CPU de votre base de données ou pas, ainsi de suite. Tu veux dire que du Real User Monitoring, par exemple, est capable de te remonter ce que consomme une application front. Normalement, oui. Il y a beaucoup de services qui sortent en ce moment qui permettent de faire ça, qui permettent de dire, OK, on a eu tant de tics au niveau du processeur pour le browser, ça a consommé tant, et donc voilà, ça c'est plus green que ça. Euh, donc pourquoi pas faire ça aussi côté back-end. Et sur des produits comme Datadog, par exemple, où on peut avoir vraiment sur du Real User Monitoring vraiment l'ensemble du parcours utilisateur front-end et back-end, de tout ce qui se passe côté back-end et tout ce qui se passe côté front-end, ça vraiment amènerait de la valeur de savoir que tel parcours, ça a consommé tant d'énergie front-end et back-end. Ces informations, elles sont tirées du navigateur lui-même. Ça, c'est quelque chose que je sais pas. Je pense que ça dépend des produits. Mais j'imagine que le browser, il donne des informations là-dessus. Je vais peut-être pas t'interroger sur cette partie-là si c'est moins dans ton domaine de compétence. Je me demandais si justement, par rapport à ça, les navigateurs eux-mêmes pensaient, enfin, s'inquiétaient justement de cette consommation énergétique et commençaient à avoir des métriques sur ce qui était consommé. J'ai juste vu qu'il y avait des services qui permettaient de le faire. Je crois que c'est des gens de chez Marmelab qui ont commencé à faire un service qui permet de faire tourner tes tests end-to-end et de connaître l'énergie consommée par tes tests end-to-end, donc plutôt front-end. Donc j'imagine que c'est lié à une API du browser qui te permet d'avoir toutes ces informations-là. Ok. Il y a aussi, alors, dans les tendances actuelles, une grande partie de développement qui est fait sur l'IA, sur le ML. Est-ce que dans ces domaines-là, il y a des améliorations à apporter par rapport à ce qui est fait? Je sais pas trop. Ce que je sais, c'est que la loi de Moore au niveau des processeurs maintenant s'applique au temps de calcul pour le ML, ce qui fait que chaque année on fait x5, je crois, en temps de calcul ou en ressources demandées pour faire le calcul sur du ML, parce qu'on a des modèles qui sont de plus en plus complexes et de plus en plus durs à entraîner. Et je sais pas, j'ai un peu c'est un peu comme tout ce que je fais dans l'informatique. J'essaye de me poser la question avant de démarrer. Est-ce que c'est worth it? Genre faire entraîner pendant plusieurs jours une IA qui va te dire est-ce que c'est un hot dog ou est-ce que c'est un chat? Euh, Est-ce que c'est vraiment pertinent? Je pense qu'il faut se poser la question avant de démarrer un produit. Comme tout ce qui est orienté crypto-monnaie aussi, est-ce que ça vaut vraiment le coup ou est-ce que la consommation d'énergie est trop importante? Je pense que c'est en fonction de chaque personne de se poser la question et de voir qui correspond à leur valeur, quoi. Ouais. Je vais pas me lancer Non, non. dans le blockchain à cette heure-ci. Donc si on parle de pratiques, on avait commencé un peu là-dessus, mais aujourd'hui, on a une application qui existe. J'imagine que faire un refactoring d'une application, c'est coûteux, c'est pas évident, et en ayant à l'esprit un peu sa consommation énergétique, c'est vraiment pas simple. Surtout que alors c'est quelque chose qui va faire plaisir d'avoir une application qui consomme moins d'énergie, mais en termes de coût humain pour une entreprise en tout cas versus ce que ça peut leur rapporter, c'est pas encore des enjeux qui prennent trop en compte. Donc si aujourd'hui on devait passer à quelque chose qui est un peu plus éco-responsable dans nos façons de développer, par où on devrait commencer? Alors, c'est rigolo que tu mentionnes la partie coût humain. C'est est-ce que
Dans la vie de tous les jours, est-ce que tu te dirais, OK, j'achète une voiture qui consomme 100 litres au 100, mais qui va me faire arriver 2 fois plus vite, donc ça me fait gagner 2%, de mon temps, la moitié de mon temps. Ou alors je prends une voiture qui consomme 1 litre au 100, mais bah, je vais 2 fois moins vite. Est-ce que tu vas dire, OK, bah, je prends celle qui consomme 100 litres au 100, au moins ça va me faire gagner beaucoup plus de mon temps. Mais je pense qu'on partirait sur enfin, je sais pas. En fait, je sais pas quelle serait la réponse. C'est toujours très difficile à évaluer. Si j'ai une conscience écologique, même si la voiture me fait arriver 2 fois moins vite, je préférerais l'option écologique, mais certaines personnes, pour l'instant, ne prennent pas cette dimension en compte et donc vont se dire, je vais prendre la voiture plus rapide. Oui, oui, c'est vrai. Mais quand tu regardes comment sont faits les voitures, tu vois, les moteurs, ils sont hyper efficaces. Ils sont à 90%, je crois, de l'efficacité de ce qu'ils pourraient donner au maximum. Alors que dans l'informatique, parfois on a des choses qui performent à 50% et on dit, bah, il faudrait qu'on investisse tant de temps là-dessus. Est-ce que ça vaut le coup d'investir du temps homme dessus pour l'améliorer? Personnel, encore, c'est un problème personnel, mais est-ce que il faut optimiser les choses dès le début pour qu'on donne au maximum de la valeur énergétique? D'un point de vue personnel, je dirais oui. Ça dépend aussi comment sont utilisés les produits. Si c'est des choses qui sont utilisées de façon intensive derrière, bah, vaut mieux les optimiser à mort dès le début. Si c'est un truc des trucs qui sont faits one shot, peut-être pas. Ce que tu dis, et c'est peut-être évident, mais je préfère quand même le préciser, mais est-ce que la performance d'une application est à mettre en parallèle avec son bilan énergétique? Ça dépend. Ah, c'est compliqué comme question. Je dirais que oui, faudrait mettre les choses en parallèle, mais ça dépend de ce que tu fais avec, de ce que ça te rapporte, si l'application n'existait pas, quel serait le coût énergétique engendré par ce que tu ferais autrement. Mhm. Mais une règle générale pourrait être, bien sûr, règle générale veut dire exception également, mais la règle générale pourrait être plus l'application est optimisée et plus il y a de chances que son bilan énergétique soit faible. Oui, sans doute. Oui, si l'optimisation est orientée consommation d'énergie. Oui. Justement, c'était le point. Est-ce que quand on fait une optimisation en termes de performance, d'efficacité de l'application, on a des chances pour que, au même moment, ça va améliorer sa performance énergétique? Avoir une fonction qui consomme 2 fois moins de CPU parce que elle est optimisée pour être rapide et pas consommer énormément de CPU, elle va normalement, nécessairement, avoir un bilan plus faible. Alors ça, c'est un truc, je peux pas trop me prononcer parce que les benchmarks que j'ai fait tourner, c'était essentiellement orienté CPU. J'ai pas d'informations sur l'utilisation des RAM, l'utilisation des IO. Donc, ça dépend ce que tu optimises en fait. Si tu optimises l'utilisation CPU, bah bien sûr ton CPU va consommer moins. Si tu te dis OK, c'est pas grave que j'utilise 1 giga de RAM comme fait Java en général pour faire mon truc, bah du coup tu vas sûrement augmenter la consommation de ta RAM. Je sais pas, j'ai pas fait de relevé à ce niveau-là. Je sais pas si c'est faisable d'ailleurs de faire des relevés sur l'utilisation énergétique de la RAM. Si des gens ont des infos, je suis preneur. Mais voilà, donc ça c'est vraiment des cas différents. Ça dépend ce que tu veux optimiser. Si tu veux optimiser l'IO et que du coup tu vas réduire un peu l'optimisation du CPU, bah ton application elle va être moins performante énergétiquement, mais du coup tu vas augmenter l'IO, donc ça dépend. Je reviens un peu sur ce que j'avais dit. On a en entreprise, il y a quand même beaucoup de développements qui se font en entreprise. Aujourd'hui, c'est difficile de refactorer une application. Est-ce que, alors de ton point de vue, ça va peut-être être évident, mais ce facteur-là de bilan énergétique aujourd'hui, ça devrait être quelque chose qui devrait être pris en compte, en fait, dès le départ de n'importe quel projet. Est-ce que ça viendrait changer les pratiques de développement fondamentalement, ou c'est qu'un tout petit ajustement à faire par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui?
Je pense qu'il y a deux réponses à donner. C'est la partie nouvelle application. Si on part sur une nouvelle application, vraiment, faut étudier les langages. Mais est-ce que ça vaut le coup, si on a une application existante, de refondre l'application pour redémarrer sur un nouveau langage plus efficace? Euh, je dirais que ça dépend. Avec le recul, j'ai que 32 ans. Euh, Dans le cycle de vie d'une grosse application, généralement, il y a des choses qu'il faut qu'on découpe ou qu'on refactor assez souvent parce que les besoins évoluent, parce que on se rend compte que ce qu'on avait fait au départ n'était pas forcément la meilleure façon de le faire. Et peut-être ces moments-là où on décide de faire des refactos, découper les choses et repartir sur des services séparés, plus optimum en termes de consommation énergétique. Euh, c'est quelque chose qu'il faut étudier. Ensuite, refondre une application, pareil, c'est un truc qu'il faut étudier en termes de coût énergétique. Si jamais vous êtes sur un WordPress en Java qui utilise 10 terawatts d'énergie par utilisateur, hein, je donne des gros chiffres énormes juste pour illustrer. Euh, Peut-être que faire un GitHub Pages avec une application statique, c'est peut-être plus efficace énergétiquement. Vous aurez sans doute moins de features, moins de commentaires, moins de choses comme ça, même s'il y a d'autres outils qui permettent de le faire. C'est des choses à évaluer. Est-ce que le coût énergétique engendré par le langage est plus important que refacto votre application, quoi. Refactorer certaines parties de ton code parce que ça fait partie du cycle de vie, c'est une bonne occasion d'optimiser. Si on avait un gros monolithe qui est en PHP et qu'on doit refacto une partie, dans ce cas-là, ça vaut le coup d'évaluer un microservice dans un autre langage, si je comprends bien. Et ça, en fait, on peut prendre directement la consommation énergétique dans le cycle de vie de l'application elle-même. Finalement, on peut prendre en compte ce, ce bilan énergétique de notre application à n'importe quelle étape du cycle de vie de l'application. Oui, oui, oui. Et c'est même mieux. Enfin, dans le cas où c'est important pour les gens qui drivent le développement de l'application, le prendre à chaque étape du produit, c'est vraiment quelque chose qui serait important. Enfin, ce serait important de le prendre en compte, savoir combien d'énergie consomme l'application pour faire une action donnée. Ouais. Tu as mentionné qu'aujourd'hui, on était très limité aussi dans les métriques qu'on pouvait avoir. Donc, on peut avoir le CPU à condition d'être sur du x86, bar metal ou KVM. Et on n'a rien en ce qui concerne la RAM ni les IO. Donc, une application qui est découpée en microservices, par exemple, va peut-être, on va scaler service par service, et c'est vrai qu'on va consommer sans doute moins de CPU parce qu'on a des tout petits composants. Par contre, en termes d'IO, on augmente fortement. Exact. Et donc ça, c'est un truc que je veux étudier aussi. C'est vraiment le coût engendré par l'IO au niveau énergétique. Alors, je sais que, enfin, j'avais acheté un wattmètre, je crois que ça s'appelle, qui permet de vous brancher ça dans le mur entre votre ordinateur et le mur pour dire, bah, votre ordinateur il consomme tant. Euh, mais c'est pas assez fin pour pouvoir avoir des informations sur la consommation, donc sur un laps de temps assez petit. Mais j'ai vu qu'il y avait aussi sur les PC portables la consommation au niveau du portable, la consommation d'énergie au niveau du portable global, qui était reportée par un module pareil du kernel. Donc ça, c'est un truc que je vais peut-être faire évoluer et pour pouvoir, si jamais vous lancez des tests sur votre PC portable, donc sous Linux seulement, je crois, savoir que tel service il a utilisé, enfin pendant le run de tel service ou de tel test, ça a utilisé tant d'énergie. Ça c'est un sujet que je vais toucher sûrement. Et je crois aussi savoir que sur les cartes mères de gamers, euh, parce que quand vous voulez une bonne machine, même si vous jouez pas, bah, généralement vous finissez avec une carte mère de gamer. Vous avez des informations qui sont remontées à ce niveau-là
de consommation d'énergie. Mais après, c'est pareil, il y a un problème au niveau des API où les différents producteurs de cartes mères n'ont pas sûrement la même API et donc ça va être compliqué de récupérer toutes les infos et d'agréger tout ça. Mmh. C'est qu'au niveau de la carte mère où on pourrait imaginer que les différents contrôleurs avec lesquels tu interagis pour le disque, pour le réseau par exemple, puissent remonter leurs propres informations? Alors, je pense que c'est au niveau de carte mère pour le moment. Après, pour que ce soit le disque, pour que ce soit la RAM, pour que ce soit peu importe, faut qu'il y ait des modules processeurs qui permettent de les relire. Et ça, j'en ai pas vu encore, Mmh. qui permettent de faire ça. Après, c'est seulement les drivers de ce que je disais, ouais, de la carte mère qui pourraient faire ça. Je sais que dans mon BIOS, par exemple, je peux voir l'utilisation énergétique engendrée par les différents ventilateurs, la RAM, les disques. Mais j'ai pas encore trouvé de façon de récupérer cette information-là depuis Linux. Alors en termes de bonnes pratiques, parce que tu dis que quand on doit réfléchir à son application, finalement on pourrait, très bien utiliser, des applications enfin des applications web par exemple, plus statiques que si on n'a pas besoin de faire plus et cetera et cetera. Mais comment je me renseigne sur, ce qui pourrait être mieux, d'un point de vue énergétique quand je veux faire une application? Parce que je pars from scratch, j'ai pas forcément en conscience de ce qui est une bonne pratique ou ce qui est moins bon en termes de consommation énergétique, sur quoi je peux partir? Où tu trouves tes infos? Euh, En fait, là, les infos que j'ai, c'est seulement les infos que j'ai fait tourner, enfin les résultats que j'ai fait tourner, des tests que j'ai fait tourner. Euh, Moi, je vais pouvoir te donner deux graphes, hein, c'est en fonction de ce que ton application va prendre en termes de requêtes par seconde ou de requêtes pour chaque déploiement. À quel langage sera le plus optimisé, mais seulement au niveau des requêtes HTTP. Donc c'est pas très gros, mais voilà. Si Moi je vais te pousser pour te dire, pars sur du Go. En fait, dans les résultats de benchmark, les meilleurs pour un faible nombre de requêtes, c'était Go, Node et Java un peu plus loin derrière, qui étaient vraiment dans les meilleurs en termes de coût en coût par requête utilisateur, en prenant en compte le build. Et si tu montes vraiment en nombre de requêtes, donc en imaginant que tu as un service qui est vraiment très utilisé, genre WordPress, bah, tu vas avoir Go va être le deuxième, Rust va être le premier, et Java et Node vont être à la suite, mais vraiment proches. Et Python et PHP vont être loin derrière parce que voilà, ils sont loin derrière. Ouais, c'est, différence entre langage compilé et langage interprété. Ouais. Alors c'est bizarre du coup de voir que Node et Java se tirent un peu la bourre derrière, parce que Node c'est pas vraiment un langage, c'est un langage interprété. Java c'est un langage pseudo compilé, parce que tu compiles en bytecode et après tu interprètes le bytecode, donc c'est interprété et compilé. Euh, et donc du coup c'est intéressant de voir que les deux derrière ils se tirent la bourre et pourtant c'est pas les mêmes topologies au fond. Et en plus tu as un langage qui va performer mieux que l'autre en termes de requêtes par seconde. Tu vois, Node.js performe beaucoup mieux en requêtes par seconde que Java, euh, et en plus utilise beaucoup moins de RAM. Donc, si on pouvait mesurer la consommation énergétique de la RAM, je pense que Java baisserait encore en termes dans les performances, dans les résultats énergétiques. Ouais, mais alors tout ça, c'est troublant parce que assez, embryonnaire. Oui. On n'a pas énormément de mesures aujourd'hui pour, vraiment bien évaluer et donc quelqu'un qui est soucieux d'améliorer, la façon dont il code, sur quoi il part s'il peut pas mesurer? Alors, en fait, là, quand on regarde les graphes, je reviens à mes graphes tout le temps, Golang est vraiment bien
de toute façon dans tous les résultats. Ça va pas être le meilleur quand on a vraiment des gros volumes de requêtes, mais il est bien quand même. Donc je dirais, aller sur du Go, de toute façon, vous pouvez pas y perdre en termes de performance énergétique. Ça me fait un peu mal au cœur parce que je préfère Rust à Go, mais vraiment, c'est une des solutions qui de toute façon peut pas être mauvaise. Node.js est pas trop mauvais non plus au final sur les résultats de tests. C'est beaucoup mieux que PHP et même que Python pour la partie serveur HTTP, quoi. Mhm. Si on devait s'imaginer une méthodologie un peu pour pallier au manque d'informations qu'on peut avoir aujourd'hui, il y a les graphes qu'on peut tirer du CPU. On peut se faire une idée juste avec le temps de build, avec la manière dont on scale, avec le langage qu'on utilise. De tout ça, on pourrait tirer une sorte de méthodo globale sur des bonnes pratiques pour avoir une application qui est plus saine niveau consommation énergétique. Ouais. En fait, ça va être toujours ce qu'on a voulu faire depuis le début du monitoring. Hein. On va essayer de réduire le temps par requête, euh, l'utilisation de la RAM des process, l'utilisation CPU des process, et tout ça, ça génère aussi moins de consommation d'énergie, je pense. Donc, la golden rule, je pense que serait comment dire, c'est merde, je cherche le mot. En gros, c'est consommer moins d'énergie ou consommer moins de ressources au global. La sobriété énergétique, c'est la sobriété en termes de ressources, c'est quelque chose d'important et il faut le garder en tête à chaque fois. Donc, si vous pouvez faire sobre dans l'utilisation des ressources de votre machine, ça va sûrement se ressentir en termes de consommation d'énergie au final. Mhm. Donc, utiliser des langages sobres, ça donnera sûrement des applications sobres et des designs sobres. Voilà. Ok, donc partir sur de la sobriété, en tout cas, on est sûr d'être dans la bonne direction dès le moment Ouais, où on garde cette idée en tête, de rester sobre dans ce qu'on fait dans le développement. exact. Et dans les third parties que vous utilisez, dans les services externes, etc. Non, ce serait un tout autre débat, mais c'est vrai que on n'a pas parlé aussi de librairie. Donc, tu as dit que tu voulais évaluer les frameworks, mais typiquement, voilà, quand on utilise un framework, on est dépendant d'une façon dont, je sais pas, ça va requêter la DB ou des choses comme ça. Oui, si on veut faire une analogie au front-end, les frameworks d'analytics, par exemple, c'est un gros gouffre généralement en termes de consommation énergétique, parce que ça va te loader un gros JS énorme et après ça va faire des requêtes externes pour chaque clic que tu fais. On peut avoir des choses pareilles côté back-end je sais pas, sur l'envoi de métriques de ton application, de ton serveur, par exemple. Mhm. Ça, c'est aussi une bonne pratique à avoir, c'est savoir quand est-ce qu'on a besoin d'envoyer des métriques ou pas depuis du serveur back-end, quoi. Du Ouais. back-end. Ok, Jérémy, merci beaucoup, c'était super cool. Merci à toi. Retrouvez Jérémy sur Twitter, @Jérémy Drouet, et Vector sur vector.dev. Comme toujours, n'hésitez pas à parler de cet épisode autour de vous, à vos amis et sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous, passez de bonnes fêtes et à l'année prochaine.